Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre midi maillage de la Banque nationale. Aujourd'hui, je vais me présenter en premier lieu. Martin Deslauriers, je suis le directeur général du Centre d'entrepreneuriat. Comme vous pouvez voir, c'est une activité qu'on fait pratiquement chaque mois. L'objectif, c'est vraiment de faire des liens avec le milieu universitaire puis le milieu des affaires. Donc, on vous remercie de votre présence aujourd'hui. Puis, en fait, je tiens à spécifier que l'enregistrement est diffusé sur LinkedIn Live. Donc, ceux qui veulent le voir éventuellement à distance quand vous n'êtes pas dans la région de Montréal, parce que c'est toujours mieux en présentiel. Mais donc, aujourd'hui, il y a des gens de Sept-Îles qui nous écoutent, de Beauce-Appalaches et de la Naudière. Donc, on remercie. C'est un nouveau partenariat qu'on a fait avec les 3 cégeps. Donc, c'est un début. Donc, on va grossir. Sur ce, je vais passer la parole à la directrice des opérations du centre, Livia Gabou. Bonjour à tous. Donc, c'est ça nos midi maillages. En général, on fait une fois par mois une conférence thématique. Aujourd'hui, on va en voir une thématique très, très intéressante qui arrive à mêler à la fois nos connaissances, nos savoirs universitaires et l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je vais laisser les invités se présenter chacun respectivement. Oui, bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Myriam Corbeil. Je suis la fondatrice Hôtel Unique. Hôtel Unique pour Unité nomade insolite québécoise. Donc, c'est un village d'hébergement éphémère et éco-responsable qui se déplace à travers le Québec pour répondre au manque d'hébergement dans les destinations nature qui sont très prisées par les touristes ou dans les festivals, les événements. C'est quand même axé sur le bien-être, c'est du glamping, donc le parfait compromis entre la nature et l'hôtellerie classique, un peu plus confort, design. Donc voilà, vraiment notre mission, c'est de permettre aux gens de reconnecter avec eux-mêmes, les autres et la nature. Mais sinon, j'ai plusieurs chapeaux, c'est ça un peu les entrepreneurs. Je fais aussi un doctorat en psychologie organisationnelle que je termine dans 1 an. Donc, j'ai hâte. L'UQAM, c'est ma maison, quasiment plus que ma vraie maison. Puis sinon, je fais aussi partie du projet Le Parachute avec Juliette. On travaille ensemble. Le Parachute, elle va pouvoir vous en parler, mais ça, en gros, ça vient en aide aux entrepreneurs pour leur santé psychologique. Et voilà, ça fait un peu le tour. Je fais beaucoup de consultations en tourisme, mais aussi en santé psychologique. Parfait. Juliette? Donc, bonjour à tous, moi je suis Juliette Maury, je suis conseillère aux entreprises chez MAIN, donc le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Et je travaille notamment sur 2 projets, le Parachute, donc notamment avec Myriam, donc comme elle le disait, qui vise à offrir du soutien aux entrepreneurs qui font face à des défis de santé mentale. Et ça se fait notamment grâce aux organisations référentes, dont le Centre d'entrepreneuriat fait partie. Donc si vous êtes accompagné par le centre, n'hésitez pas à en parler à Livia ou à nous écrire directement pour avoir accès à ces services. On va en parler un petit peu plus en détail par la suite. Et également, je travaille sur le programme Momentum Pays qui permet d'offrir du financement pour sa propriété intellectuelle pour les jeunes entreprises. Donc voilà, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est quand même central et vraiment important. Donc, bien hâte de pouvoir discuter de tout ça et de pouvoir parler avec vous par la suite. Puis Stéphane? Oui, bonjour tout le monde. Moi aussi, ravi d'être avec vous. Donc, Stéphane Vial, je vais représenter dans nos échanges un cas de figure un peu plus particulier qui est celui de l'entrepreneuriat scientifique, comme on l'appelle, puisque je suis d'abord professeur-chercheur à l'UQAM, à l'école de design de l'UQAM. Donc, j'enseigne en particulier le design d'interaction et tout ce qui se passe entre design et numérique, on va dire. Enfin, peut-être pas tout ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses entre ces 2 mondes, mais en tout cas, c'est l'univers dans lequel j'évolue. Et puis, dans le cadre de mes recherches à l'UQAM, au cours des dernières années, en mobilisant ces compétences-là et d'autres aussi que j'avais acquises au fil de mon parcours, puisque j'ai eu plusieurs vies professionnelles, j'ai aussi été psychologue dans une autre vie. Et j'ai obtenu une chaire de recherche à l'UQAM il y a 5 ans, qui s'appelle la chaire Diamant, et qui est une chaire de recherche sur le design et la santé mentale numérique. Et l'idée de cette chaire, c'était de se faire une place dans ce domaine émergent de recherche et d'innovation qu'est la santé mentale numérique. Donc,
essentiellement les outils numériques pour soutenir la santé mentale, et de le faire avec une approche de design, une approche créative, empathique, sensible, qui manque souvent dans les projets purement IT ou génie logiciel. Et c'est dans le cadre de cette dynamique-là que j'ai développé avec toute une équipe et beaucoup de personnes ressources un projet qui est désormais un produit qui s'appelle Mentalis, qui est une plateforme numérique pour l'accès aux soins en santé mentale et aussi pour la gestion des parcours en santé mentale. C'est à la fois une application mobile pour les usagers, c'est-à-dire nous, et un portail web pour les professionnels. Puis je vais pouvoir en faire une démo publique pour la première fois ce jeudi à midi sur Zoom. Alors si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, cherchez en ligne, vous allez trouver ça. Ça me fera plaisir de vous le partager. Alors voilà, merci pour l'invitation. J'ai hâte qu'on échange ensemble. Alors, la première question que je vais vous poser, elle est assez simple, c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur pour vous? Ou comment est-ce que vous vous êtes senti? Quel a été votre parcours et qu'est-ce qui a été pour vous la révélation de l'entrepreneur qui est né en vous? J'aurais envie de te laisser parler en premier, parce que moi je suis un peu hybride, mais je peux me lancer si tu veux, puisque tu vois que tu me tends la main. Mais écoutez, moi, comme je vous le disais à l'instant, je représente le cas de l'entrepreneur-chercheur ou du chercheur-entrepreneur, du chercheur qui développe des choses qui ont un potentiel pour devenir une entreprise. Donc ça me positionne un petit peu différemment parce que, par exemple, je n'ai pas les mêmes contraintes financières, puisque je peux prendre le temps de développer des choses que d'ailleurs je ne pourrais pas développer telles que je les développe si j'étais soumis à la pression du temps et du résultat financier. Peut-être que ça m'aiderait aussi à faire d'autres choses que je ne fais pas sans cette pression-là, ou ça m'amènerait à faire d'autres choses, mais où ça me ferait aller plus vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, la façon dont je vois ce que c'est être un entrepreneur peut être bien évidemment affectée ou biaisée peut-être par la position particulière que j'occupe entre ces deux statuts-là. Mais je vous dirais quand même en quelques mots, déjà quand on est professeur-chercheur à l'université ou chercheur, il y a une composante entrepreneuriale dans notre activité parce qu'on s'autodétermine, on n'a pas vraiment de hiérarchie, on ne rend pas vraiment de compte, on décide soi-même sur quel projet on travaille en recherche, hein, mais en enseignement un peu aussi, mais il y a des programmes, donc les cours que l'on donne, on doit aussi évidemment donner des cours qui font du sens dans les programmes existants. On ne peut pas choisir de donner non plus n'importe quel cours qui nous chante. En revanche, en recherche, on peut réellement développer ce que l'on veut. Puis on va chercher du financement. Moi, sur 5 ans, j'ai obtenu à peu près $1 million de financement cumulé en plusieurs subventions. Donc c'est comme si j'avais fait des levées de fonds dans le monde du privé, sauf que c'est de l'argent qui vient du gouvernement fédéral ou provincial ou parfois de fondations qui font des dons à des projets de recherche. Ce qui fait que j'emploie des gens, donc il y a beaucoup de points communs, c'est ça que je voulais dire d'abord. Et donc c'est cette idée de s'autodéterminer, de se financer, de définir sur quoi on travaille, quelles problématiques on veut dans le fond résoudre, si c'est de cette manière-là qu'on se positionne. Et puis maintenant, le projet que j'ai développé, c'est devenu un produit. Puis là, il y a la possibilité, puis on y travaille. J'y travaille, en fait. Donc, je suis dans le processus qui va m'amener à créer une entreprise dérivée de la recherche. Et donc, ça va sortir à un moment donné de l'université pour vivre sa vie commerciale, en fait. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce projet, comme ça touche à la santé mentale et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et finalement peu d'initiatives qui se stabilisent et qui réussissent, ça m'est apparu comme une nécessité, la commercialisation, pour garantir la pérennité de la chose. Sinon, c'est facile de faire une preuve de concept quand on est chercheur. Et, enfin, c'est facile, ça prend de l'effort. Mais disons qu'on peut s'arrêter à la phase de la preuve de concept, publier 1 ou 2 articles scientifiques, démontrer quelque chose, mais pas passer à l'exécution. Donc l'exécution m'intéressait. Donc je pense que dans ce qu'est un entrepreneur, il y a ce rapport à l'exécution. Je ne sais pas, probablement que chacune d'entre nous a son histoire à raconter sur d'où ça nous vient. Moi, j'ai ma petite idée sur mon parcours personnel. Le rapport à l'action, à l'exécution a toujours été présent, même si j'étais dans des disciplines très théoriques au début de ma carrière. Mais pour finir par une réponse simple à laquelle je pensais en venant, moi, j'ai commencé ma carrière comme prof de philo et je pensais à une idée simple que je trouve forte pour définir ce qu'est un entrepreneur tel que moi je le perçois. C'est l'idée d'autodétermination. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'autodétermine.
Et il faudrait passer un peu plus de temps que les quelques minutes que j'ai là pour décliner tout ce que j'entends par là. Mais ça veut dire choisir les problèmes auxquels on veut s'attaquer et pas travailler sur des problèmes qu'on nous demande d'attaquer parce qu'on a une hiérarchie qui, ou une entreprise qui, ou une équipe qui travaille. Voilà, c'est choisir sur quoi on veut travailler, sur quelle situation. Ça, je trouve que c'est extraordinaire, mais c'est difficile aussi parce que tout dépend que de soi. Donc, il n'y a personne qui va venir vous pousser. Et il faut se pousser soi-même. Donc, c'est ça, s'autodéterminer, à définir ses objectifs, définir le sujet sur lequel on travaille, définir comment on veut le travailler. Et je trouve qu'il y a énormément de choses qui découlent de cette idée-là, y compris le mode de vie, le style de vie que l'on veut peut-être aussi se construire à travers ce projet-là. Donc ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ce projet de recherche qui est en train de devenir un produit me plaît, parce que je sens que je vais pouvoir le porter au-delà, puis le faire vivre au-delà et essayer d'apporter une contribution à une problématique sur laquelle j'ai choisi de travailler. Évidemment pas parce que ça me faisait plaisir un beau matin de travailler sur cette problématique, parce qu'il y a aussi plein de raisons et de facteurs qui invite à travailler là-dessus, l'accès aux soins de santé mentale, mais ça m'interpellait. Alors voilà, je dirais ça rapidement, c'est déjà un peu long, pardon. Je suis totalement d'accord, premièrement. Deuxièmement, pour moi, un entrepreneur, c'est vraiment un créateur de possibilités. Donc, il va voir des possibilités où tous les autres vont voir des obstacles. C'est quelqu'un qui est capable de transformer une idée en quelque chose de tangible, donc il va vraiment passer à l'action de manière, oui, autodéterminée. C'est une personne aussi qui va accepter l'incertitude, et ça, c'est quand même une compétence qu'il faut acquérir, parce qu'il n'y a jamais rien de certain. Il y a eu la pandémie, mais ça, c'est un obstacle parmi tant d'autres dans le parcours entrepreneuriat. Je pense que c'est quelqu'un qui va apporter une vision, qui va prendre des risques, qui doit assumer beaucoup de responsabilités, puis faire vraiment preuve de résilience quand il y a des échecs. Mais je dirais ma plus grande définition, puis c'est ce que j'aspire, puis j'ai toujours aspiré, c'est d'être un acteur de changement pour le bien-être de la société. Je pense qu'en tant qu'entreprise, on a beaucoup plus de poids pour convaincre les gens vers une certaine direction, les sensibiliser. Dans mon cas, c'est à la protection de l'environnement, c'est au bien-être de soi, des autres. Mais pour d'autres, ça va être d'autres causes. Fait que je pense qu'on a un rôle à jouer, vraiment, quand on commence à avoir une entreprise, des employés, des clients, des fournisseurs. Puis sans oublier qu'un entrepreneur, c'est un humain derrière, puis que c'est important qu'il s'occupe de son bien-être, puis que les autres aussi s'occupent de son bien-être. C'est toujours les employés, par exemple, des fois, ils oublient que, oui, c'est le leader, mais en même temps, c'est un humain aussi qui a des sentiments, puis qu'il peut avoir des moments un peu plus difficiles. T'sais. Donc, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'écouter et trouver un alignement entre son projet et son bien-être. Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en même temps, j'ai une vision un petit peu plus alarmiste de l'entrepreneur, puisque je suis fille d'entrepreneur, qui, je pense, change un petit peu la vision, puisque je suis moi-même pas entrepreneur. Donc, j'ai vraiment juste cette vision. Moi, j'ai pensé très longtemps que c'était la normale, en fait, de travailler 6 jours sur 7, de très tôt le matin à très tard le soir. Je comprenais pas bien pourquoi est-ce que mes parents avaient du mal à se rendre aux réunions parents-professeurs qui avaient lieu à 16h30, tandis que tous mes amis pouvaient avoir leurs parents présents. Donc j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était pas la normale d'être aussi passionné par son métier, mais de travailler autant, puis de pouvoir d'avoir autant de possibilités qui s'ouvrent. Et c'est là où je vous rejoins vraiment. Et puis surtout, Myriam, ce que tu disais, c'est vrai que moi, dans ma tête, un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un c'est le champ des possibles, en fait, qui est devant l'entrepreneur. Parce que, comme tu le disais, tout obstacle est plutôt une opportunité et une possibilité d'ouvrir tout ça. Puis, ce n'est pas la normale, mais moi, j'ai longtemps pensé qu'en fait, c'était ça la vraie vie. C'était ça la vie d'avoir un travail, la vie d'adulte. C'était de pouvoir faire un peu ce qu'on souhaite, de travailler autant, mais d'être aussi passionné par son métier. Cependant, là où j'ai un côté un peu plus alarmiste, c'est que j'ai aussi vécu en tant qu'enfant des parents, les deux en plus, qui vraiment travaillent beaucoup et laissent peu de place au reste, outre l'entrepreneuriat.
Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, puis que je suis très touchée par le projet du parachute. On va pouvoir en parler un peu plus après, mais c'est ça, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui parfois est tellement passionné qu'il a du mal à se défaire de son projet et à comprendre que le projet n'est pas sa personne. Et parfois, il faut savoir se détacher un peu de ça. Cependant, c'est ça, vous avez une imagination débordante, une créativité qui n'a pas de limite. Et ça reste quand même, outre le travail, ça reste une très belle qualité. Donc, c'est ça, moi, un mot pour ce qu'est un entrepreneur pour moi, ce serait vraiment quelqu'un de passionné. C'est notamment la raison pour laquelle j'ai voulu travailler à accompagner les entrepreneurs, c'est parce qu'il y a cette petite étincelle qu'on ne voit pas toujours dans les yeux d'autres personnes qui font des métiers différents. Donc c'est vraiment quelque chose d'un petit peu magique, je dirais. Oui. Je fais un petit rebond. Je ne sais pas combien de temps on a sur la première question, donc vous nous arrêterez. Non, mais vous avez employé toutes les deux à un moment donné le mot créatif, créativité, créateur, créer, je ne sais plus, et je voulais insister là-dessus parce que ça me paraît fort aussi et relié à l'idée de liberté aussi d'une certaine manière que j'évoquais. Mais moi, ma carrière m'a amené à fréquenter des milieux professionnels qui sont très éloignés de là où je suis maintenant, puisque là, je suis en train d'entreprendre des choses, etc., avec une commercialisation. Comme je vous disais, j'ai commencé comme prof de philo. En général, on ne pense pas à un prof de philo pour être un entrepreneur. Je suis ici à l'UQAM, à l'école de design, qui est un milieu très créatif, qui est proche aussi des arts, mais qui ne se réduit pas aux arts. Et je voulais souligner que je vois les mêmes modes de fonctionnement sur beaucoup de choses. Je vois les mêmes façons de fonctionner sur l'aspect créatif entre des gens qui sont plus près du monde des arts ou de l'entrepreneuriat, sauf qu'on ne crée pas la même chose, évidemment. Et puis alors, c'est bizarre parce que c'est curieux en tout cas, parce que les milieux artistiques, par exemple, ont souvent tendance à être un petit peu en retrait du monde commercial, un peu méfiant, un peu critique, voire très très critique en fait. On pourrait en parler longtemps. Et moi, j'habite un peu dans ces milieux-là au niveau universitaire, puis en même temps, je développe des recherches qui vont dans d'autres mondes, puis je vois des modes de fonctionnement similaires, mais pas sur la même matière, pas sur le même sujet. Et ça me fascine parce que je suis convaincu qu'il y a une dimension puissamment créative dans le fait d'être entrepreneur. Et c'est probablement ça aussi qui me guide là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que tu as parlé de ça, créer des possibles, et toi aussi. Et c'est vraiment fascinant. Et je crois qu'on devrait mettre des fois plus aussi l'accent sur cette dimension-là. Parce que c'est difficile de s'autoriser de créer. Qui je suis pour créer quelque chose, qu'est-ce que j'ai à amener, quelle est mon idée. Mais quand on trouve son chemin, puis c'est tout un chemin de trouver son chemin, hein, n'est-ce pas? Mais et que justement les choses s'emboîtent, la passion, le quotidien, le problème qu'on veut résoudre, avec des défis et des horaires, c'est sûr. Mais là, on sent que oui, on peut vraiment, on peut faire advenir des choses. Je trouve ça fantastique, la dimension créative de l'entrepreneur. Puis là, moi, je rajouterais, les entrepreneurs, c'est des créateurs. On a vu, comme Myriam le disait, que il faut de la passion. Mais en même temps, cette passion fait en sorte qu'on oublie le temps. Puis on travaille fort. Puis des fois, tellement on travaille, on s'oublie. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de partager, vous, c'était quoi vos défis dans votre parcours d'entrepreneur, comme les principaux défis, puis finalement, par la suite, on verra un peu les astuces pour pouvoir surmonter ces défis. C'est moi qui commence à chaque fois. Les défis, c'est ça? Oui. Les défis en général? Les défis de l'entrepreneuriat. Mon Dieu, il faudrait faire une autre conférence que là-dessus, non? Je ne sais pas, je pense que ça doit être varié aussi selon les situations et les projets, mais je pense que j'ai essayé d'en nommer quelques-uns qui me viennent à l'esprit spontanément. La solitude, je veux dire, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Personne ne va venir nous dire faut rendre ça avant vendredi midi. Faut faire, c'est là où l'autodétermination intervient, c'est qu'il faut chercher en soi l'énergie et la force de faire, sinon il ne se passera rien. Et c'est là où il faut donc savoir ce qu'on veut. Parce qu'être motivé, c'est bien, mais ça ne se fabrique pas tout seul, la motivation. Donc ça prend, selon moi, beaucoup d'introspection aussi.
en tout cas, à des moments, il faut en faire. Quand tu parlais de s'écouter, savoir ce qu'on veut, quels objectifs on a, qu'est-ce qui nous motive. Parce que voilà, il y a cette dimension de solitude quand même importante. En tout cas, au début, moi, je ne suis pas à la même étape que Myriam, qui a déjà développé des choses qui fonctionnent commercialement. Donc, c'est peut-être différent pour toi sur ce plan, tu nous diras. Mais au début, quand on est dans la phase de 0 à 1, comme on dit, il faut créer quelque chose. Il n'y a rien. Il faut tout faire émerger par soi-même, en fait. Donc, ça prend quand même une détermination. Et je ne pense pas du tout que c'est inné, en fait. C'est le fruit de toutes sortes, je pense, de choses qui s'emboîtent les unes après les autres en fonction d'un chemin que l'on suit. Sinon, le principal défi, moi, je pense, c'est le temps. Si on va dans les choses plus concrètes, c'est où trouver du temps, plus de temps, encore plus de temps. Et puis le temps, justement, c'est bête à dire parce que c'est une phrase bien connue, mais le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est que pour avoir du temps, il faut pouvoir le financer, ce temps. C'est là où moi, je suis dans une situation peut-être plus confortable parce que j'ai pu utiliser mon temps de recherche dans mes fonctions de professeur-chercheur pour faire des choses que j'aurais jamais pu faire dans un cadre peut-être plus classique dans une entreprise qui serait soumise à la survie de manière plus radicale et urgente. Et donc, je dirais que le temps, et prendre le temps quand on ne peut pas le prendre, puis gérer son temps, actuellement, moi, c'est la chose la plus difficile, c'est gérer mon temps. Donc, j'ai fait énormément de développement personnel, j'ai eu beaucoup de coaching divers et variés, de formations, d'ateliers et autres, pour gérer mon temps au mieux, comment prioriser, comment savoir quoi prioriser, comment arrêter de faire ce qu'on veut pour faire ce qu'on veut vraiment, comment être focus à toutes ces choses qu'on entend dans plein de messages sur la façon de concentrer son attention. Quoi faire dans l'heure qui vient. Puis parfois, j'ai que 15 minutes devant moi. Je me dis, 15 minutes, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Maintenant, je me dis, mais 15 minutes, mais comme c'est fantastique. Ces 15 minutes-là, je vais faire quelque chose dans ces 15 minutes. Je sais que je vais pouvoir faire quelque chose dans ces 15 minutes. Avant, si je n'avais pas au moins 1 heure devant moi pour un travail quelconque, je me disais, bon, je ne vais pas avoir le temps de vraiment le faire. Et je skippais. Mais là, maintenant, je cherche les 20 minutes, en fait. Et je trouve que c'est un gros défi, le temps. Effectivement, c'est le plus gros défi, la gestion du temps, mais je dirais que ça amène à un autre défi qui est d'apprendre à dire non. Au début, tout est une opportunité. Puis à un moment donné, on peut virer fou à juste voir des opportunités partout, là. Il faut apprendre à décrocher puis perdre des opportunités. C'est pas grave, il va en avoir d'autres. Mais au début, c'est comme, il faut qu'on aille partout, toutes les 5 à 7, même les amis. Il y a peut-être une opportunité que lui, il connaît quelqu'un qui va m'aider pour mon projet. Tu sais, c'est difficile. Ou tu sais, des conférences, des trucs un peu partout que j'adore vraiment faire. Mais à un moment donné, il faut les sélectionner, il faut les choisir. Puis c'est pas évident de dire non. Puis maintenant, un peu mon truc, parce que je suis une grande passionnée, j'adore tout. Fait que c'est pas difficile pour moi de participer à tout, mais à un moment donné, ça peut affecter sa santé psychologique. Mais moi, je me suis fait une liste de 6 objectifs personnels et 6 objectifs professionnels. Fait que autant je fais la même chose avec des amis. C'est comme, est-ce que cette personne-là est dans mes objectifs personnels? Ou est-ce que cette personne-là est encore bien dans ma vie? Parce que le social devient aussi gros que des fois que l'entreprise en tant que telle. Fait faut gérer un peu comme ça. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Fait que ça, c'est quand même un des plus gros défis. Défi, comme tu disais, de ne pas devenir son entreprise, puis savoir décrocher quand c'est le temps de décrocher. C'est difficile encore pour moi de faire de la méditation ou du yoga. Je suis dans 1001 projets encore, mais je tends d'en faire de plus en plus pour essayer de me centrer puis vivre le moment présent, autant avec ceux qu'on aime aussi. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on a plein de projets, on est avec notre conjointe, on est avec notre famille, puis des fois, on les écoute, mais on les écoute pas vraiment. Quand qu'au final, moi, c'était une force pour moi d'écouter avant, puis comme futur psychologue, se l'est redevenu, mais il y a eu un moment où j'avais de la misère à écouter. T'sais, fait que ça, c'est des difficultés. Puis de faire des vraies pauses aussi, de partir 3 jours sans ordinateur, sans téléphone, ou pas de courriel sur les téléphones. Ça, c'est un immense défi. De mettre un message d'absence, on peut faire ça. Mais ça, au début, on le fait vraiment pas. T'sais.
Donc, je dirais que c'est ça. Le défi, moi, un gros, ça a été d'embarquer avec une meilleure amie comme associée, qui n'est plus ma meilleure amie, malheureusement. Mais bon, c'est un concours de circonstances. Être ami ou être en affaires, c'est deux choses distinctes. Puis ça, il faut le garder en tête. Mais au début, c'est le fun, c'est facile. On s'entend bien, on investit ensemble. Mais il faut mettre des bases solides aussi, là. Mais moi, je vais continuer à être le petit avocat du diable. En fait, je suis vos proches aujourd'hui, puisque je ne suis toujours pas entrepreneur. Mais je dirais que moi, de ce que j'ai vécu en ayant pas mal autour de moi, effectivement, je pense que le plus gros reste le temps qu'on passe dans son entreprise, mais aussi le temps qu'on donne aux autres, à ceux qui nous entourent. Je dirais peut-être aussi l'isolement et la sursollicitation. Ça va un peu avec ce que disait Myriam, de justement voir des informations partout, là, des possibilités partout, de se dire mais c'est super, je suis un peu sursollicitée par tout ce qui m'entoure parce que je vois des opportunités partout. Ça, puis, je dirais, c'est un défi, mais ça rentre pas en un seul mot. Mais c'est aussi de pouvoir parfois sortir un peu la tête de son projet pour regarder autour, pour parfois réussir comme ça à arriver mieux jusqu'à son objectif. Parce que ça paraît un peu contre-productif, d'abord, de se dire non, mais moi, je veux être dans tel objectif, je ne vais pas regarder autour ce qui se passe parce que ça me fait perdre du temps. Finalement, c'est un peu ce qu'on se dit. Et finalement, j'aurais vraiment tendance à dire que parfois, c'est nécessaire de regarder autour, de changer un peu d'air, de se forcer à prendre du temps autre part, de regarder, de redécouvrir ce qu'on a oublié en fait, dans son quotidien, pour peut-être, si vous êtes dans l'entrepreneuriat plutôt innovant, pour justement avoir de nouvelles idées, pour avoir de nouvelles choses, de nouvelles solutions, parfois aussi, qui apparaissent dans vos pensées. Donc, je dirais ça aussi. Moi, j'ai des parents qui avaient vraiment tendance à foncer tête baissée dans les projets. Et je pense réellement que parfois, la solution, c'est de sortir la tête de cet endroit-là, puis de se dire... qu'est-ce qui se passe autour? Ça peut m'apporter de nouvelles propositions, de nouvelles solutions pour mieux réussir à arriver à son objectif. Donc voilà, je dirais ça à peu près. Puis au niveau de vos astuces, justement, que vous avez développées, soit en phase de démarrage, soit longtemps après la création de l'entreprise, pour pouvoir finalement... Parce qu'on dirait qu'on parle toujours d'équilibre, le temps. Donc l'équilibre mental, finalement... c'est quoi vos petites astuces ou votre routine à vous? Je peux commencer cette fois. Je dirais que c'est de me confier à d'autres entrepreneurs. J'avais cette tendance à appeler ma mère, mais non, ma mère veut me protéger. Ferme ton entreprise, voyons donc. Ça n'a pas d'allure, ça te met dans quel état? Puis même chose avec mon conjoint, là. Donc, là, je me suis dit, bon, il faut que je sorte de mon cercle protecteur, puis je vais aller vers d'autres entrepreneurs ou des mentors ou des gens qui travaillent dans les accélérateurs, incubateurs. Puis c'est vraiment eux qui ont un regard externe neutre et qui peut nous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Donc ça, moi, ça a été ma solution. Aussi, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Ça, c'est un peu un couteau à double tranchant, parce que là, j'ai plusieurs chapeaux, plusieurs projets, moins de temps. Mais au moins, je suis moins stressée financièrement, sachant que souvent, l'argent que je fais, je la remets dans mon entreprise, mais j'en ai aussi pour vivre. Donc, ça, je pense que pour moi, qui a une tolérance limitée aux risques financiers, bien, ça m'aide à me sécuriser. Je dirais aussi de prendre le temps de repenser le modèle d'affaires, faire une stratégie long terme, plutôt un peu qu'avoir des œillères puis foncer dans les opérations, de dire, OK, là, j'engage des gens là, qui vont gérer mes opérations, puis là, moi, il faut que je sorte de là, puis que je réfléchisse à c'est quoi la prochaine étape, puis c'est quoi qui va m'aider à avoir un meilleur équilibre comme entrepreneur, parce que je peux plus continuer comme ça, là, à travailler des 16 heures par jour, 7 jours semaine, à oublier à prendre soin de soi, puis à se laver même, là. Je dirais que ça peut aller vraiment loin. Et je dirais aussi qu'à un moment donné, l'activité physique a pris le bord aussi.
quand je suis une personne qui en fait 5 à 6 fois par semaine. Donc là, j'ai recommencé le 5 à 6 fois par semaine, puis c'est non négociable. Puis, je vais l'intégrer dans mes déplacements. Je suis venue en vélo l'hiver, je fais du vélo. Fait comme ça, je me dis, au moins, j'ai mon 40 minutes de vélo si j'ai pas le temps. Puis ça s'est fait dans le déplacement. Donc moi, je me suis trouvé des trucs pour intégrer mon sport dans ma routine. C'est ça, déléguer, de faire confiance, me limiter à 2 fois par semaine d'alcool. Je dirais qu'à un moment donné, les 5 à 7 devenaient un peu trop fréquents. Et travaillant dans le milieu de l'hôtellerie et du glamping avec un esprit de communauté, ben c'est des gens en vacances à tous les jours. Puis moi, comme propriétaire, j'étais sur place. Donc là, « Myriam, un verre, viens avec nous autres, on t'a fait à souper même. Puis bon, fait que là, vin, bière, tous les jours. Mais à un moment donné, c'était pas nécessairement des grosses quantités parce que je travaillais, mais c'est tous les jours quand même. Puis l'alcool, c'est un dépresseur. Fait qu'il faut faire attention quand on a une surcharge déjà de pas consommer trop d'alcool. Dormir 7 heures par nuit, essayer le plus possible de bien manger. Souvent, quand on n'a pas le temps, on court partout puis on ramasse qu'est-ce qui est dans le chemin. Là. Un couche-tard. J'ai jamais fait ça. Je me mettais à manger une vieille sandwich couche-tard. Puis... puis c'était ça ma vie. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, wow, tu sais, prends le temps de faire à manger ou de choisir des options saines qui vont être plus chères, prêtes à manger, mais ça vaut la peine pour ta santé. Et je dirais utiliser l'intelligence artificielle pour sauver du temps. Je me suis dit, là, il faut que j'aille dans des conférences, il faut que ça améliore mon quotidien, puis ça a changé ma vie. Je fais tout 7 fois plus rapidement que je le faisais avant. Puis je l'intègre dans toutes les actions que je mène, ou le plus que je peux à ma connaissance du jour. Puis mettre mes limites avec les clients. Le client a toujours raison. Bon, oui, mais non. Il y a des limites, puis des fois, la valeur ajoutée n'est pas tant là. Tu sais, des fois, je restais autour du feu à parler avec un client, avec une guimauve, jusqu'à 1h du matin. Mais tu sais, le client, il n'aurait pas été fâché si j'étais partie à 10h30. Là. 10h30 à 1h du matin, il n'y avait pas tant de valeur ajoutée, mais moi, ça me fait que je suis fatiguée le lendemain. Puis, tu sais, le client, ben, reste avec nous autres, mais c'est de voir où réellement la valeur ajoutée pour le client. Puis des fois, ça ne change pas grand-chose. Là. Puis nous, ça fait qu'on peut être réénergisé pour nos employés puis pour nos clients le lendemain matin. T'sais. En gros, je dirais que c'est ça un peu mes trucs concrets. Oui, ben, ça aussi, on pourra en parler longuement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps depuis 1 an parce que tout s'est accéléré depuis 1 an parce que j'ai eu des phases, moi, où je pouvais me permettre justement de ralentir, etc. Je veux dire, il n'y avait pas d'impact, puisqu'il n'y avait pas d'employés. Bon, j'avais quand même quelques employés. Moi, mon labo de recherche, mais on n'était pas obligé de vivre au rythme d'une entreprise. Puis là, comme je vois quelque chose qui s'en vient, qui est vraiment prometteur, ça fait au moins 1 an, je dirais, que je me suis mis dans un mode de vie quotidien que je pense est très similaire à celui de quelqu'un qui a une entreprise dont il vit. J'ai toutes sortes de choses que j'ai testées. Il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui marchent. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Puis on peut très certainement témoigner individuellement de choses qu'on fait pour soi, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être bonnes pour vous autres ou pour d'autres personnes. Il y a des gens qui sont du soir et des gens qui sont du matin. Déjà, il y a des gens qui font de l'exercice physique le soir, d'autres le matin. Il faut savoir. Moi, je me suis aperçu que finalement, je suis plus du matin. Alors, bien que rien ne m'y oblige et que je n'ai pas de pression financière, je me lève à 5h30. Et puis, j'ai développé une routine de gym chez moi. Puis, je fais beaucoup d'abdos, des choses comme ça, parce que j'ai mal au dos et être tout le temps assis devant un écran et tout ça. Donc, bref, j'ai trouvé des choses qui me faisaient du bien. Puis, en gros, à 6h, j'ai fait déjà un peu de sport, je me sens bien. Puis je me force, c'est dur, pendant au moins 1 heure, disons jusqu'à 7h, à pas regarder mon téléphone. Pas du tout. Et ça me reconnecte à moi, donc je fais un peu de sport. Et après, je vais faire de l'administratif, des choses pénibles, par courriel, de la paperasse, des trucs que je n'ai pas envie de faire pendant la journée, etc. Mais comment ils sont faits? Parce que si je ne les fais pas, ça me stresse qu'ils ne soient pas faits, puis ils s'accumulent, puis je déplace un truc dans l'agenda qui devait être fait hier. Finalement, je vais le faire demain, puis il n'est toujours pas fait, je vais le faire après-demain. Et puis ça m'arrive quand même encore malgré tout cela. Donc c'est vraiment Et puis aussi de scanner dans la journée. Tu parlais des objectifs, puis d'écrire. Je fréquente aussi, tu parlais de ça aussi, de fréquenter d'autres entrepreneurs.
je fais partie d'un cercle d'entrepreneurs en finance sur un autre projet parallèle qui me passionne, mais qui est moindre. C'est vrai que c'est dur de renoncer à beaucoup de passion. Mais ça m'aide beaucoup parce qu'il y a énormément de coaching et de mentorat entrepreneurial dans cette communauté-là, puis que je réapplique indirectement aussi dans ce que je fais en dehors de cette communauté-là. Puis je ne sais pas si vous savez, mais seulement 3% des gens ont des objectifs rédigés, des objectifs de vie et de travail qui sont écrits. Moi, j'ai passé beaucoup de temps pendant les fêtes à bien remettre à jour tous les objectifs que je veux atteindre en 2025, par exemple, et puis que je voudrais atteindre dans les 10 prochaines années aussi. Puis ça change tout le temps au gré des émotions. Alors, l'idée, c'est de les relire fréquemment, puis de les ajuster. Puis là, ça fait plus d'1 an que je fais ça, et maintenant, j'ai comme, je sais pas, 7, 8 objectifs de vie qui ne bougent plus. Des fois, je change une virgule dedans, ou un petit mot. J'ai plus envie de le dire comme ça, maintenant, je change un adjectif. Mais j'ai des phrases clés comme ça, puis je sais que c'est ça que je veux atteindre. Puis je le fais aussi pour la partie professionnelle, exactement comme ce que tu disais. Puis après, j'ai fait l'exercice de scanner mon agenda. Bon, maintenant, je vais regarder tout ce qu'il y a dans mon agenda du lundi au vendredi. Qu'est-ce qui est relié à ces objectifs ? Il y a plein de trucs qui n'étaient pas reliés à ces objectifs, mais que j'ai envie de faire. Et donc, c'est ça la question, c'est comment faire la part entre ce qu'on veut et ce qu'on veut vraiment. Et en fait, c'est très difficile, je trouve. Ça prend du temps. Il faut s'essayer à faire ce départage entre les choses. Et en fait, je pense qu'on ne s'est jamais terminé, finalement. Mais c'est en le faisant qu'on arrive à le faire et à l'affiner. Alors ça m'aide beaucoup. J'ai mis du temps aussi à accepter de devoir renoncer à certaines choses. Il y en a, c'est facile de renoncer. Il y en a, c'est difficile. Puis ça me fait penser à une phrase, on a tous sûrement écouté des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de phrases d'entrepreneurs toutes faites, prêtes à consommer, sur le secret de tel entrepreneur pour ceci ou pour cela. Mais il y en a qui frappent des fois. Puis je pense à quelque chose que disait Johnny Ive, le designer en chef d'Apple du temps où il travaillait chez Apple. Il relatait une conversation avec Steve Jobs sur le focus. Et puis, il disait que Steve Jobs était quelqu'un qui avait notamment une facilité à rester focus. Il y avait des conversations qui se passaient, puis tout à coup, il disait « Pourquoi on est en train de parler de ça ? C'est ça qu'on devrait être en train de faire. » Puis toujours ramener le sujet. Puis il disait que, évidemment, la fameuse phrase bien connue ou l'idée bien connue qu'il faut savoir dire non. Mais ce qu'il ajoutait, c'est que être focus, c'est savoir dire non à quelque chose d'extraordinairement passionnant et motivant qu'on a envie de faire pour pouvoir réussir à faire une autre chose qu'on a décidé qu'on voulait faire. Et ça, c'est difficile, surtout quand on est passionné par plein de choses. Et souvent, on est passionné. Et là, je commence à arriver à dire non à une ou deux choses que je voulais surtout pas abandonner. Alors, ça me fait bizarre. Mais je vois ce que ça va m'amener comme potentiel pour être plus impliqué dans les choses que je place encore plus haut dans mes priorités. Donc, c'est sûr que bien définir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, et puis organiser son temps en fonction, puis avoir cette espèce de discipline. Même quand j'ai été invité à ce midi conférence, peut-être toi aussi, vous aussi, je me suis dit, bon, ça rentre dans quel objectif pour moi? Est-ce que je vais mettre ça dans mon agenda? Puis cette semaine, je fais plusieurs démos publiques de ma plateforme Mentalis. Alors je me suis dit, ça colle, je vais venir à ce midi conférence. Et puis ça me fait grand plaisir d'être là aussi. Et donc, voilà, je partage tous ces défis-là. Et moi, je dors 8 heures par nuit. Sinon, je ne vais pas fonctionner. J'ai appris à respecter ça. Et ça me fait énormément de bien, sinon je ne fonctionne pas en fait. Et après, j'essaie d'optimiser bien sûr mon temps au mieux. Mais c'est toutes ces choses-là, puis c'est à chacun de définir ses meilleures routines aussi, je pense. Mais voilà, on pourrait en parler longtemps, je m'arrête là. Puis, Juliette, moi j'avais une question pour toi par rapport aux ressources. Justement, le parachute, qu'est-ce qu'il fait et puis comment il peut aider justement les entrepreneurs? Oui, donc le parachute, c'est un projet qui est porté par Main depuis mars 2024, donc depuis bientôt 1 an, et qui vise vraiment à offrir des services aux entrepreneurs qui auraient besoin ou qui auraient l'envie de s'attaquer un petit peu plus à leur santé mentale et d'en prendre soin. Donc il y a vraiment plusieurs choses. On va offrir notamment une banque de 5 heures de consultation gratuite avec une psychologue ou un psychologue ou un thérapeute. De manière à 2 choses. Soit ça peut vous permettre d'aller mieux déjà au bout de 5 heures, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, puis de ensuite pouvoir repartir sur une bonne lancée, puis de comprendre que
ça vaut quand même le coup et c'est nécessaire de prendre soin de sa santé mentale. Ou bien, moi, ce que je vous dirais, c'est que ça permet aussi de savoir si avoir des rendez-vous avec un psychologue, c'est quelque chose qui vous correspond et si vous souhaitez allouer une partie financière à tout ça, parce que on est bien conscient que c'est quand même un prix d'avoir des rencontres avec un psychologue et parfois ça peut être un peu un frein de se dire ben oui, mais je sais même pas si c'est ça ce qu'il me faut. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner cette chance de pouvoir tester, puis de vous dire, de vous rendre compte ensuite, ok, ben oui, effectivement, c'est ça ce dont j'ai besoin, puis je vais allouer une partie de mes finances parce que je me rends compte que sans ça, je fonctionne moins bien, puis sans ça, j'ai plus de mal à avancer, à me concentrer, à être dans l'équilibre, tout ça. Donc ça, je vous dirais que c'est la première chose qu'on a mis en place. Puis également, puis ça, Myriam va pouvoir compléter parce que c'est la pro des formations et des ateliers qu'on a de disponibles. Mais on va également avoir des ateliers, donc c'est complètement gratuit, sur la résilience qui sont offerts par Marketpedia, qui est... c'est eux-mêmes là une start-up, donc ils comprennent aussi également bien les enjeux. Puis ça, ce sont des formations qui ont lieu en ligne. Donc également, n'hésitez pas là, à prendre de l'information là-dessus. On va également avoir des cercles de pairs et danse qui vont avoir lieu, qui vont être mis en place très bientôt. Donc les cercles de pairs et danse, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tous les deux, c'est rencontrer d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes défis que vous et pouvoir parler à des personnes qui comprennent ce que vous vivez, qui comprennent les difficultés, mais qui comprennent les joies aussi, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus sur le mode ça peut être dangereux de ne pas ouvrir les yeux puis de se plonger dans son entreprise, mais on s'entend qu'il y a aussi beaucoup de joie dans l'entrepreneuriat, d'arriver à la production, à la commercialisation, c'est aussi des moments de bonheur, donc de vraiment être avec des personnes qui comprennent tous ces points-là, afin de pouvoir partager, de développer le savoir-être, puis de discuter de tout ça, là, puis ça c'est animé par une psychologue également. Et enfin, non pas enfin, parce qu'il en reste 2, donc je retire mon enfin. Mais on a également des ateliers GRIPA, donc ça c'est justement avec l'UQAM. Et ça va être plutôt sur le stress et l'épuisement professionnel. C'est à nouveau complètement gratuit. Il y a des séances disponibles à Montréal, qui ont lieu ici, je pense, à l'UQAM justement. Et également en ligne, si jamais c'est plus compliqué de vous déplacer. Et ça, c'est toujours pareil, c'est également avec des entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de vous créer un petit cocon, je dirais, dans tous ces cas-là, de pouvoir être avec des personnes, encore une fois, qui comprennent tout ça. Et donc, encore une fois, si vous êtes accompagné par le centre d'entrepreneuriat ou que vous l'avez été sur les 5 dernières années, vous avez accès à tout ça, puisque c'est une de nos organisations référentes. Donc, ça veut dire qu'elle permet, en étant organisation référente, de vous donner accès à tous ces services-là. Et également, pour terminer, nous avons un robot conversationnel développé par l'un de mes collègues qui lui-même a été entrepreneur pendant longtemps. Et c'est donc un robot qui est disponible en tout temps et qui va vraiment pouvoir vous guider vers les meilleures ressources et vers les ressources qui correspondent à vos besoins. Là, il peut même donner des petits conseils. C'est assez perturbant de voir un robot qui est empathique, mais écoutez, ça fonctionne très bien. Donc voilà pour ça. Également à noter qu'on a eu un très bel événement le 21 novembre à Québec. J'en vois dans la salle d'ailleurs qui était présent. Et ça nous a permis de renforcer les liens, de discuter de la santé mentale des entrepreneurs, de mettre de l'avant plein de nouvelles idées pour vous aider, puis pour vous aider dans cette thématique-là. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller vers vos conseillers qui vont en savoir un petit peu plus et qui vont savoir vous rediriger. Mais voilà, le parachute a vraiment cette ambition-là de pouvoir vous donner accès à tout un tas de choses de manière gratuite le plus possible et de manière à ce que vous ne vous sentiez jamais complètement seul. Merci beaucoup. Alors Stéphane, par rapport à Mentalis, qui est aussi un autre type de plateforme que tu es en train de développer, en quelques mots, concrètement, qu'est-ce qu'elle va permettre, cette plateforme? Oui, alors c'est le projet qui a été développé depuis plusieurs années ici, auquel ont contribué une centaine de personnes à différents niveaux. Donc c'est différents niveaux parce que c'est une plateforme numérique qui a été conçue
avec du co-design, c'est-à-dire que c'est pas moi un matin qui ai dit on va faire une plateforme numérique pour la santé mentale, puis elle va faire ça, ça et ça. Donc on a mis en place avec mon équipe à la chaire de recherche des ateliers qui ont permis de co-concevoir de co-concevoir les fonctionnalités, de co-concevoir cette plateforme. L'objectif, le mandat de départ, c'était qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec du numérique, qui est le matériau que j'aime travailler et que j'enseigne en design d'interaction. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour la santé mentale et la grande problématique de l'accès aux soins. L'idée, c'est pas de rendre tout numérique. Tu parlais d'empathie pour un robot, tout ça. L'idée, c'est pas de remplacer l'humain par du numérique. C'est même le contraire. C'est comment on peut arriver à augmenter et à améliorer justement la dimension qui des fois manque en termes d'humanité dans les soins en santé mentale, dans l'accès aux soins, etc. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a fait du co-design avec des patients partenaires, donc des personnes qui ont à un moment donné vécu une difficulté en santé mentale et qui vont mieux, puis qui sont prêts à participer, volontaires à participer à ces ateliers. Des pères aidants, c'est à peu près le même type de personnes, mais c'est des personnes qui ont reçu une formation à la relation d'aide, donc ils peuvent un peu comme mentorer quelqu'un qui arriverait dans les soins en santé mentale, parce que quelqu'un qui aurait plus d'expérience. Donc ce sont des personnes qui sont certifiées par une formation. Et puis des professionnels de la santé, que ce soit de première ligne, travailleurs sociaux par exemple, infirmières cliniciennes, ou aussi des psychologues, des psychiatres. Donc toutes ces personnes ont contribué à des moments différents au cours des dernières années à imaginer, en tout cas à nourrir ce que nous avons imaginé pour arriver à cette plateforme Mentalis. Alors c'est une plateforme composée d'une application mobile et d'un portail web. Les deux sont reliés entre eux. Sur l'application mobile qui va être offerte progressivement quand certaines étapes seront franchies en termes de commercialisation, mais gratuitement, c'est un défi aussi, gratuitement à la population d'un territoire donné ou d'une organisation donnée. Et qui va permettre, par exemple, donc sur l'application mobile, on peut évaluer, faire des tests d'évaluation de ces symptômes anxieux et dépressifs grâce à des échelles qui sont scientifiquement démontrées pour permettre de faire une première évaluation. On peut consulter des vidéos, il y a 300 vidéos déjà sur l'application mobile, la moitié en français, la moitié en anglais, qui ont toutes été sélectionnées une à une par nos équipes pour leur qualité d'information, etc. On peut aussi compléter son parcours de soins. C'est une idée qui a été beaucoup amenée par les personnes qui ont participé aux ateliers. Comprendre notre parcours de soins, comprendre nos étapes qui sont parfois lentes et longues. Parce que l'accès aux soins, ce n'est pas simplement accéder à de l'information. On peut aussi faire ça. On a une carte de toutes les ressources en santé mentale, privée, communautaire, publique autour de soi. Mais ce n'est pas parce qu'on a des ressources autour de soi qu'on s'en sert. L'accès aux soins, c'est d'abord un accès à soi-même. C'est cheminer intérieurement, être capable de prendre conscience que peut-être on va mal quand même, que peut-être on est malade, plus ou moins gravement, de l'accepter et peut-être après ça de faire une démarche pour chercher de l'aide. On peut clavarder aussi sur cette application mobile, on peut chatter avec soit des pères aidants, soit des professionnels de la santé du système public qui vont utiliser l'application pour nous contacter. Actuellement, si vous n'allez pas très bien, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez la chance d'avoir un médecin de famille, vous allez le consulter, vous la consultez, il ou elle va vous référer en santé mentale, puis vous allez vous retrouver contacté par un guichet d'accès en santé mentale, donc dans un SUS ou un CIS, pour vous donner un rendez-vous avec un évaluateur, une évaluatrice qui va déterminer ce que vous avez, puis ensuite vous orienter. Orienter, ça veut dire entrer dans une liste d'attente entre 1 à 18 mois. Et donc, la chose, c'est qu'on s'est dit, on va aussi essayer de les outiller numériquement, ces professionnels-là, pour qu'ils puissent se servir de cette plateforme pour rejoindre la population plus facilement, contacter, faire un suivi plus facilement. Donc il y a comme du télésuivi. Puis quand on utilise l'application mobile et qu'on renseigne par exemple un questionnaire d'évaluation de symptômes, on a les résultats de ces questionnaires qui s'affichent dans notre parcours. Puis notre professionnel de santé qui nous suit peut aussi les voir pour faire un télésuivi puis assurer une meilleure prise en charge à long terme. Donc c'est tout un bouquet de fonctionnalités. C'est dur à résumer, mais essentiellement, ça aide les gens à trouver plus facilement de l'aide, plus facilement du soutien,
Et du côté des professionnels, ça aide à faire un meilleur suivi des personnes et à rester en meilleur contact avec elles. Et tout l'enjeu aussi de notre travail, ça a été de trouver un modèle d'affaires. On a eu un passage par l'accélérateur Esplanade Québec à un moment donné, puis après un coach en modèle d'affaires pour nous aider. Puis là, on va voir si notre hypothèse de modèle d'affaires fonctionne. Mais l'idée, c'est que nous, on se met au service des services, enfin, on se met au service, on dessert les services publics. Le peu de start-up en santé mentale qui fonctionnent, elles visent les employeurs via les programmes d'aide aux employés, donc finalement des gens qui ont déjà une situation plutôt favorable. Mais finalement, il n'y a pas grand monde qui essaye d'outiller numériquement, d'apporter de l'innovation numérique dans les services publics qui sont malheureusement pas assez financés, puis qui n'ont pas les moyens de se payer de l'innovation numérique. Donc nous, ce qu'on vise dans le fond, c'est à fournir une sorte de logiciel, si on veut employer un terme plus administratif, qui va être implémentable dans les services publics de santé mentale, et donc être offert gratuitement à la population pour plus facilement connecter les gens avec les ressources disponibles, les professionnels, les outils d'auto-soin qu'on peut s'appliquer à soi-même. Il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même, grâce à des fonctionnalités bien pensées, pour déjà avoir un premier niveau de familiarisation et d'acceptation. Donc c'est ça, Mentalis, c'est cette plateforme-là. Puis pour mieux comprendre, venez voir la démo publique, ce sera plus concret et visuel. Mais en gros, c'est à cela que l'on travaille. Et donc, on est un projet entrepreneurial, oui. Sur la santé mentale, on ne vise pas... ici, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme une discussion méta là, sur la santé mentale des entrepreneurs. Mais ça n'exclut pas non plus cet aspect-là. Mais on vise vraiment à améliorer l'expérience d'accès aux soins en santé mentale à des points très très précis du parcours de soins grâce à des interactions numériques qui vont, on l'espère, fluidifier, réduire un peu les délais, faciliter certaines étapes. Donc on entre en phase d'évaluation, d'implantation pilote. On pourra savoir dans quelques mois ce qu'on arrive réellement à améliorer. On va le mesurer. Là, notre côté chercheur va nous aider pour faire une deuxième version améliorée qui, elle, va pouvoir être commercialisée de manière plus sûre ou plus convaincante, on va dire, ou de manière à mieux répondre encore aux besoins. Donc là, on a une première version qui va être une version de test qui est privée sur invitation. Tout le monde ne peut pas aller la tester. Mais au moins, tout le monde peut voir la démo publique que je ferai ce jeudi. Donc voilà un résumé. C'est dur de résumer tout ça, j'avoue. Mais merci. Mais de rien. Puis, bon, la conférence touche à sa fin, pardon. Bientôt, il y aura des questions, s'il y en a des curieux et qui ont des questions à poser. Moi, là, j'avais envie que vous finissiez avec une bonne note. Donc, santé mentale, équilibre mental, on a des problèmes de temps. Des fois, il y a des problèmes d'enjeux de santé beaucoup plus perturbants. Il y a des organismes qui peuvent aider. Mais là, si on se disait l'entrepreneuriat, on a envie d'être heureux. C'est quoi votre astuce pour être heureux et continuer en fait à diriger vos entreprises ou à soutenir les entrepreneurs dans leur envie de diriger les entreprises? La petite astuce bonheur que vous pourriez partager. Je dirais d'avoir de la compassion envers soi-même et envers les autres. C'est hyper important parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. Puis au début, on fait tous les départements, puis on s'exige énormément. Donc, juste d'accepter, des fois, on n'y arrivera pas. Qu'on ne fera pas les 82 tâches qu'on avait mis sur notre liste aujourd'hui, qu'on va en faire 3. C'est ça. Puis d'accepter, puis de ne pas se taper sur la tête. Et souvent, quand on a des exigences élevées envers soi-même, on en a aussi envers les autres. Et ça n'amène pas non plus une bonne relation, employeur-employé. Oui, c'est correct d'avoir des attentes envers les employés, mais de ne pas s'attendre à ce qu'ils fassent ce que nous, on fait. Ou qu'ils le fassent différemment. Mais ça a été important pour moi aussi de le comprendre puis de l'appliquer. Ouais, je dirais que c'est la clé du bonheur. Moi, je dirais tout simplement de considérer l'entrepreneuriat comme un moyen d'être heureux. Parce que moi, personnellement, même si je suis encore entre deux eaux, mais je le vois vraiment comme le moyen de s'accomplir, en fait, de se réaliser soi-même dans quelque chose qui nous parle et pour lequel... Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait quand on est dans une situation d'employé, même si on est passionné par son travail,
Mais si finalement, on n'était pas obligé d'y aller, est-ce qu'on le ferait quand même? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Je reviens à cette idée. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de sa vie? Moi, je me suis demandé, par exemple, pendant les fêtes, c'est très difficile à faire parce que c'est très difficile de se mettre mentalement en position, dans cette position-là. Si demain matin, j'avais $1 million garantis de revenus annuels, qu'est-ce que je ferais de mon quotidien? Comme ça ne va pas arriver demain matin, c'est très difficile de s'imaginer, de réellement penser à ça, comme si c'était vraiment, vraiment réel. Et j'ai à peu près réussi à me rapprocher de ça, puis ça m'a aidé à mieux voir ce que je veux faire ou pas faire, par exemple. Et en tout cas, moi, je reviens là-dessus, c'est que même s'il y a plein de défis au quotidien, en soi, l'aventure entrepreneuriale, c'est peut-être un peu plus exigeant parce que ça nous met un peu plus en danger ou ça nous met un peu plus sur la sellette, ça nous oblige à prendre position, à cesser de fuir, cesser de se trouver des excuses, tout ça. Bon, c'est difficile d'arrêter de se trouver des excuses pour plein de choses, puis on le fait tout le temps, même quand on est entrepreneur aussi, je pense. Mais je pense qu'on arrive à réduire un peu la part de cela parce qu'on n'a pas le choix. Mais je crois vraiment que c'est un moyen d'être heureux, c'est un moyen d'être libre, de décider de sa vie, de décider sur quel sujet on travaille, à condition effectivement de trouver une gestion du temps, une méthode qui permet de rester en bonne santé physique, morale, émotionnelle, d'être capable d'arrêter quand ça va trop loin. Puis c'est là où je reviens à ce que tu disais, c'est qu'il faudra forcément avoir un peu d'écoute de soi, sinon on va cracher, c'est sûr. Mais en soi, je trouve que c'est un formidable moyen de se réaliser, en fait. Et je suis toujours surpris, puis d'autant plus que je suis enseignant, parce que d'une certaine manière, je contribue à cela comme enseignant. C'est que l'école et l'institution, école au sens large, là, du primaire à l'université, nous sommes des machines à former des mindsets d'employés. Sauf peut-être au centre de l'entrepreneuriat et à l'ESG et dans les disciplines qui sont axées là-dessus. Mais quand on n'étudie pas dans une discipline dont le contenu est directement orienté vers l'entrepreneuriat, ce qui est quand même le cas de 80% des disciplines, estimation rapide à vérifier, mais vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire qu'on forme les gens, on forme les nouvelles générations à développer des compétences pour pouvoir être employable. Puis c'est pas parce qu'on a un super gros CV avec plein de diplômes qu'on trouve un emploi qui nous plaît, qu'on trouve un emploi qui nous plaît dans lequel ça se passe bien. Donc, je veux dire, c'est compliqué. Alors, je suis toujours surpris de finalement la place assez réduite que l'on fait dans la société à l'idée d'être entrepreneur comme moyen de se réaliser. Je trouve que c'est vraiment un moyen à considérer beaucoup plus, en fait. Donc voilà. Je rajouterais un petit truc, c'est de célébrer les petites victoires. Parce que souvent, on est toujours, OK, on avait cet objectif-là, on l'atteint, puis on est comme, what's next? Puis on l'apprécie même pas. Puis on n'est même pas capable d'être fier de soi parce qu'on se met de la pression nous-mêmes. Fait que je pense que ça, c'est important. Puis aussi de ne pas perdre de vue le pourquoi on le fait. Donc, de se le rappeler. Puis le pourquoi va changer à travers le parcours, mais de se re-questionner. Pourquoi déjà je fais ça, là? De me lever aussi tôt, de travailler aussi fort. Ah oui, c'est vrai. Puis là, ça nous ramène dans la bonne direction. Parfait. Juliette? Moi, je vais repartir là-dessus, mais lever la tête, toujours dans cette métaphore de regarder ce qui se passe autour, de regarder l'environnement, ne serait-ce que 3 minutes là, de sortir la tête, j'espère pas, mais de l'eau parfois aussi. Puis de regarder autour, d'écouter, je ne sais pas si vous avez des enfants, d'aller faire de la glissade avec votre enfant, histoire de faire un truc un peu moins sérieux que de régler des factures, chercher des fournisseurs ou autre. Mais c'est ça, je dirais vraiment d'essayer là, de se setter un moment dans la semaine où on lève la tête et on regarde ce qui se passe autour et on sort un peu de tout cet environnement du projet dans lequel on est. Parce qu'encore une fois, parfois, là, c'est ça qui ouvre encore plus le champ des possibles et qui nous permet d'avoir d'autant plus d'idées. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous, puis merci au public de s'être déplacé en si grand nombre. Donc, comme je disais, les Midi Maillages, c'est 1 fois par mois. Il va y en avoir 3 prochainement. Ils ne sont pas encore sur le site web, mais ils sont en préparation. Donc, pour rencontrer aussi 3 nouvelles personnes qui ont beaucoup de choses à nous apporter en tant qu'étudiants ou
travailleurs ou entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à venir une fois par mois. Et puis, bien sûr, pour ceux qui sont en ligne, hélas, il y a un petit goûter qui est offert juste après et vous allez pouvoir réseauter et profiter. Donc, merci beaucoup pour cette journée.